Salut Adon. Ouais, c'est vraiment impressionnant, hein. Franchement là, Bon, si je bafouille et tout, vous m'en voulez pas trop, hein. Alors, déjà merci de m'accueillir ici, c'est vraiment très cool. Je ne m'attendais pas du tout à être dans des circonstances pareilles. Quand on m'a demandé de faire une conférence sur le narrative design, j'ai donné ce titre, La mer s'est déclinée les bleus, qui est un vers qui m'a été inspiré par un ami. Et je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler. Et je ne sais toujours pas de quoi je vais parler vraiment. Je vais improviser pendant 1 heure. Si vous avez envie de hurler et de dire « je suis pas d'accord », faites-le. Vous avez le droit de m'envoyer chier, vous avez le droit de m'insulter, vous avez le droit de m'envoyer des bisous aussi, c'est cool. J'ai 2-3 points sur mon cahier, donc des fois j'irai regarder si j'ai pas oublié des trucs, mais en même temps, c'est pas très important ce que j'ai écrit. Je sais pas vraiment, j'imagine que vous savez pas trop ce que vous faites là, moi non plus. J'ai fini par réfléchir un petit peu au cours de ces 2 jours en écoutant les conférences très inspirantes de mes camarades et en réfléchissant sur les projets sur lesquels je travaille en ce moment et ce qui se passe dans le jeu vidéo en ce moment. Et j'en suis arrivé à la conclusion que parler du narrative design comme étant une discipline compartimentée, isolée du reste du design, isolée de ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui, ça me paraît être une absurdité totale. Il est très difficile de définir ce qu'est le narrative design en tant que tel. Même les narrative designers et les narrative designers ont du mal à établir un corps de métier qui soit cohérent. Après tout, des gens qui se réclament du game design mécanique pur peuvent faire du narrative design malgré eux, malgré elles. Des gens qui ont tendance à vouloir faire du vrai narrative design, hyper écrit et tout, finissent par arriver dans les systèmes et finissent par arriver dans des choses qui n'ont plus rien à voir avec le fait de raconter des histoires. Et la nature même du narrative design prend en compte tellement de choses, que ce soit l'écriture de dialogue, que ce soit la structure des mondes, que ce soit la structure des histoires, que ce soit la manière de faire émerger d'un monde, d'un personnage ou d'une histoire une mécanique de jeu, que ce soit de déduire une histoire ou un monde ou un personnage d'une mécanique de jeu. Ce sont des choses qui sont extrêmement complexes. Ça nous prendrait énormément de temps. On va en parler demain au Stun. On sera peut-être dans quelque chose un peu plus technique. Mais aujourd'hui, je n'avais pas envie de faire quelque chose de technique. J'avais envie d'être devant vous, un peu comme je suis, et de partager avec vous des réflexions que j'ai en ce moment sur ce qui se passe dans le jeu vidéo. Moi, je joue quasiment plus. Voilà. Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'était Enterre-moi mon amour de Florent Morin et de son équipe. J'ai dû jouer à 2-3 simulateurs de hack débiles et je joue plus. Pourquoi je joue plus? Parce que je suis, tout comme je regarde plus de trucs sur Netflix, tout comme je ne regarde quasiment plus de films ou quoi que ce soit, je ne fais que lire. Je suis revenu à la lecture pure parce que je suis dégoûté par ce qui se passe, quoi. Et j'aime beaucoup le jeu vidéo, je suis né avec les jeux vidéo, je connais cette industrie depuis 20 ans, je connais les gens qui la créent, je connais les gens qui créent les jeux vidéo, j'ai créé beaucoup de jeux vidéo, des jeux de plateau, des jeux de rôle, j'ai fait tout ça, et j'ai vu le jeu de rôle se réinventer, j'ai vu le jeu de plateau, je vois le jeu de plateau se réinventer, j'ai du mal encore à voir le jeu vidéo se réinventer. Alors, attention, que les choses soient claires, je vais parler d'un point de vue qui est très spécifique. Je ne vais pas faire de généralité. Je vais vraiment être dans l'expérience subjective de ce que je ressens et de ce que je vois. Je ne veux pas du tout vous dire que le jeu vidéo c'est de la merde ou que tout le monde fait n'importe quoi, parce qu'évidemment, il y a des jeux magnifiques qui sortent et il y a des choses sublimes qui se font, notamment dans les bas-fonds du jeu vidéo. Et je vais parler spécifiquement des bas-fonds du jeu vidéo. En fait, je vais essayer de parler de ce qui se voit peu aujourd'hui. Je vais vous parler de systèmes cachés, je vais vous parler d'entre-deux, et surtout, je vais vous parler de nuances. Voilà. Parce que pour moi, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est comment créer de la nuance dans ce qu'on raconte et dans ce qu'on fait. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des jeux qui sont très nuancés, sur leurs personnages, il y a des personnages qui sont dark, mais pas vraiment. Je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas de la thématique de la nuance et d'assumer les nuances. Je vous parle de la nuance en termes de structure. Comment est-ce qu'on peut créer une nuance dans un jeu, dans un programme, alors qu'on n'a que des 0 et des 1, et qu'on est habitué à des processus qui assèchent considérablement les accidents. Le processus aujourd'hui de développement est un processus qui va vers l'efficacité, qui va vers l'optimisation. La nuance ne se fait pas dans l'efficacité, la nuance ne se fait pas
dans l'optimisation. La nuance, elle se fait dans l'accident, elle se fait dans l'erreur, elle se fait dans l'à côté, elle se fait dans l'oblique. Le jeu vidéo regarde les choses de face, se confronte aux choses de manière parfois extrêmement belle, mais elle ne sait pas regarder de côté les choses. Pourquoi ? Parce que l'objet, pour le joueur, il est là. Alors évidemment, il y a des exceptions. Florent en a parlé tout à l'heure dans son talk, qu'on n'est pas obligé de faire des choses pour le joueur spécialement. On peut très bien avoir cette déviation, ce pas de côté en fait, où dire on ne contrôle pas ce qu'on est, on regarde ce qu'on est et des fois on a un peu d'agency dessus. Voilà. Mais ce regard oblique, qui est un regard qui pour moi est essentiel dans tout acte de création, que ce soit de la poésie, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma, etc., j'ai du mal à le voir en jeu vidéo et j'ai surtout du mal à le voir dans le process du jeu vidéo. Et l'industrie du jeu vidéo, qu'elle soit dans l'indépendant ou qu'elle soit dans le AAA ou je ne sais pas, c'est une industrie qui est obsédée par le process. Et moi, j'en peux plus du process. Sérieusement, j'en peux plus des talks sur les process, j'en peux plus des gens qui font des réunions sur les process et comment mettre des process en place. C'est pas possible. On est en train de tout tuer, de tout massacrer. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, c'est quand même super difficile, 40 personnes, quand tu organises, les process, machin. Ok. Je veux bien entendre tout ça, je veux bien entendre aussi que chez les indies, dans des groupes plus resserrés, avec des créateurs qui sont en contrôle de leur contenu, en contrôle de leurs outils, il y a moyen de faire quelque chose de très efficace et de très personnel et d'arriver à ces degrés, ce que j'appelle une granularité oblique, c'est-à-dire cette espèce de petite désintégration de l'objet pour pouvoir arriver à des interprétations possibles. Globalement, on ne veut pas de ça. Et alors, on ne veut pas de ça, pourquoi ? Pour plein de raisons. Alors, je les ai notées. Je fais mon premier aller-retour. Alors, j'ai fait mon point de vue, j'ai fait machin, etc. Donc, pourquoi ? Donc, déjà, du point de vue du narrative design, il y a le corset de la narration. Le jeu vidéo est obsédé par l'efficacité de la narration. Il est obsédé par certaines tropes de la narration héritées du cinéma américain, héritées de la littérature, de l'entertainment, héritées de toutes ces choses-là, et on ne veut pas chercher à côté. Et quand on tente de remettre ça en cause, on se retrouve avec « oui, mais est-ce que c'est fun ?» Bon, je ne sais pas si on peut envisager que George Sand, c'est fun, mais et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui lui ait demandé « mais ton bouquin n'est pas fun, quoi, tu vois, la Marie. C'est un peu relou, quoi, tu vois. » Bon, on a cité Marguerite Duras tout à l'heure, c'est vrai qu'elle n'est pas fun du tout, quoi, pour le coup. Même si il y a quand même des choses à dire, quoi. Voilà. La dictature du fun, donc, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire qu'on a ce corset de la narration, je veux dire, combien de fois. Et c'est quoi le voyage du héros ? On en est où de l'évolution, là ? Objectif, award, c'est comment ? OCR, objectif, machin ouais, ce qu'on enseigne, ces bullshit qu'on enseigne dans les écoles à la mort moelle, là. Bon, moi, je ne comprends pas ça. C'est quoi l'union ? Mais je ne sais pas, moi, mon personnage, il est fragile, il est maladroit, il se plante, il se casse, ça fait n'importe quoi, on ne peut pas dire ça. Oui, mais là, le joueur, il ne saura pas où il veut en venir, machin, etc. Bon. Ok, c'est très épuisant, surtout quand on travaille dans le AA, AAA, là, dans ces espèces de zones-là, un peu étranges, où on a des publishers, où on a des trucs comme ça. C'est très, 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 très violent comme processus, parce qu'on est là, on a des idées, on a des pulsions, on a des visions, et bam, qu'est-ce qu'on se prend dans la gueule ? Même pas des process, on se prend dans la gueule des certitudes sur ce qui va peut-être être vendu ou pas, à quelle cible ou pas. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de marketing, je vais vous dire que c'est le mal et compagnie. C'est le mal. Ah ouais, alors ça aussi c'est marrant. Donc c'est pareil, tu en parlais tout à l'heure. Le combat. Oh, je vous fais Bioshock Infinite. Pour moi, ça a été la tragédie de mon existence, ce jeu, quoi. Je veux dire, je trouvais le propos très intéressant, même s'il était un peu... je trouvais le monde hyper intéressant, hyper bâti. On se serait cru un peu dans un bouquin de Chambers, un peu étrange et tout, quoi. Et là, on arrive, ah ouais, putain, on va tout défourailler. Hein, quoi ? Comment ça, on tue tout ? Non, mais fais-moi un RPG, quoi, là. Je veux du sens, je veux des trucs, Non, on tue tout. Voilà, et ça c'est une constante. On a beau faire des univers ouverts, là machin, super beau, regardez, c'est un univers ouvert, on peut parler à tous les PNJ. Tu peux tous les défoncer au shotgun, c'est trop bien. Et puis alors les publishers, ils vont t'encourager à aller chercher ça, quoi. C'est hallucinant. Le combat, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du combat, sérieusement, quoi. À un moment donné, ça suffit, quoi. Je veux dire, le cinéma, il s'est pas spécialement construit sur le combat, peut-être au début. Ouais, et encore le western, j'en sais rien, le film de guerre, pourquoi pas, enfin j'en sais rien. Mais je veux dire, on n'en est pas, on devrait être déjà à un niveau de maturité là où on n'est pas en train de se dire que le combat c'est ce qui est le plus intéressant. Regardez un jeu comme Remember Me. Ils ont passé un temps fou à construire cet univers et tout, etc. Qu'est-ce qu'on a ? On a un système de trucs pourris parce que bon, c'est Namco, je sais plus qui c'est, Capcom, ouais. Ouais, et le combat, alors ils ont fait un truc tout pourri de combat qui sert à rien là. Et le jeu, il a eu le succès qu'il méritait, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait pu être magnifique et puis voilà. On est toujours là-dedans, quoi. Alors, par rapport à ça, le refus de la politisation du jeu vidéo,
il est aussi très violent. C'est-à-dire de dire que, pour moi, tout est politique, hein, que les choses soient claires. Hein. Moi, je ne veux pas entendre le bullshit sur l'entertainment, machin. J'entends souvent des joueurs et des joueuses dire oh, « Vas-y, allez, me pourris pas mon fun avec toute ta politique. » quoi. Non, tout est politique. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu le monde dans lequel on est, là, la merde dans laquelle on est sévère. Quoi. Se réfugier dans la théorie de l'entertainment qui ne devrait pas être souillée par la politique, ça n'a aucun sens. Aucun. Tout est politique. Faire un jeu pour les bourgeois occidentaux, c'est politique. Je suis désolé. Faire un jeu pour des gens qui ont des cartes de crédit, c'est politique. D'accord ? Donc à un moment donné, il faut arrêter. Ah oui, ça c'est bien, l'abandon de l'humour total. Où se niche l'humour dans le jeu vidéo aujourd'hui ? Hein ? Ouais. Depuis quand vous n'êtes pas vraiment fendu la poire devant un jeu vidéo ? Pas simplement parce que le gameplay est fun, juste parce que c'est drôle. C'est très rare. Ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est très rare. Ils ont beau, les gens disent oui, c'est fun, c'est fun, c'est fun. Non, mais c'est pas drôle. C'est un média qui se prend extrêmement au sérieux, quoi. Et plus on s'éloigne de cette idée que c'est un truc d'enfant, là, et plus on arrive dans une espèce de monde d'adulte qui veut toujours être un truc pour enfants. Moi, la dernière fois que je me suis marré dans un jeu vidéo, c'est Katamari Damacy. Voilà, là, je peux dire que je me suis vraiment poilé, quoi. C'était absolument démentiel. L'incroyable association d'objets et la manière dont on pouvait jouer avec le sens des objets ensemble, c'était incroyable, quoi. Mais depuis, je ne sais pas quand est-ce que j'y ris vraiment, quoi. Qu'est-ce que c'est que j'ai ? Oui, bon, alors l'industrie et l'art, bon, cette espèce d'hésitation permanente du jeu vidéo. Est-ce qu'on est de l'art ? Est-ce qu'on est de l'industrie ? Est-ce qu'on est du process ? Est-ce qu'on est une œuvre ? Machin, enfin. C'est un combat d'arrière-garde total. Ne vous engagez plus jamais dans ces débats-là, quoi. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Peut-être que c'est de l'art, peut-être que ça n'en est pas, peut-être que certains jeux sont de l'art, peut-être que certains n'en sont pas. On s'en fout. Ce qu'on cherche, par contre, c'est une forme de légitimité. Légitimer un média, légitimer un outil de création pour pouvoir quoi ? Pour pouvoir avoir droit à un festival de Cannes, pour pouvoir avoir droit au JT de 20h, pour pouvoir avoir droit à quoi concrètement ? À plus de subventions, à des musées. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre exactement ce qu'on attend de cette légitimité-là, quoi. Pour moi, elles sont déjà là, les œuvres d'art, quoi. Je veux dire, je ne sais pas qui a joué à Loom parmi vous, quoi, mais ouais, je sais, Doug. C'est le problème. Qui a joué ? Doug. Sérieux, Doug. Ah ouais, ça aussi c'est important, la suprématie de l'image. Alors ça va m'amener à quelque chose de vachement important. Quelle est la place du mot dans le jeu vidéo ? Pas simplement du mot dans les textes, dans les dialogues, dans les trucs comme ça. Quelle est vraiment la place du mot dans le processus de design ? Bon, je parle de processus, pas de process, c'est-à-dire pas d'industrialisation de la création, mais d'accompagnement naturel d'une idée, d'éclosion d'une idée, de maturation d'un monde. Voilà. Où est la place du mot ? Qu'est-ce que c'est que le mot ? Qu'est-ce que c'est Florent disait tout à l'heure, non, c'était toi qui disais rien n'existe tant que ce n'est pas écrit. Mais c'est très beau, ça, quoi. C'est pas écrit. Ça veut dire qu'il y a réellement une idée de revenir à l'écriture comme étant la cicatrice de ce qui reste de la pensée, quoi. C'est très très beau, ça. Ça, c'est une idée qu'on voit très très peu dans le jeu vidéo. Et je suis désolé, je vais en choquer plein autour de vous, mais il faut lire, quoi. Moi, je suis mais abasourdi quand je rentre dans un studio, de faire des docs et d'entendre des gens dans l'équipe me dire « moi, je lis pas ». Non, mais sérieusement, moi, je lis pas. Ni je lis de livres, ni je lis tes docs. Tu vas m'expliquer avec une image, avec des flèches, une PowerPoint. Moi, je vais dire PowerPoint, tu te le mets où je pense, quoi. Sérieux, quoi. Bon, et je parle d'un point de vue privilégié. Hein. Moi, j'ai eu 20 ans de carrière d'homme pour pouvoir imposer mon point de vue sur des équipes. Je pense que pour une femme, ça ne serait pas du tout pareil. Et voilà, quoi. Donc moi, j'ai acquis une forme d'expérience et une forme de légitimité qui me permettent de faire ça aux gens, quoi. Mais c'est pas évident non plus, quoi. Tout le monde ne peut pas faire ça, quoi. Donc je voudrais aussi parler de ce point de vue-là, de privilégié. Alors, je crois que j'ai fini ma liste. Alors, je vais venir au 3. Oui, donc la nuance, le machin, l'ambiguïté, la thème, le système, ça, je vais mettre. OK. Donc, on a fait ce constat-là, il y a probablement d'autres facteurs, il y a probablement d'autres choses à dire. Mais alors, comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe là ? Oui, effectivement, on a des créateurs incroyables qui font des choses dans leur garage, encore. On a une communauté indie incroyable. On a des enthousiastes qui commencent à aller chercher. Sur Itch.io, il y a des game jams absolument extraordinaires qui sont en train d'être faites sur des thèmes absolument géniaux. Moi, j'ai fait une game jam de ce qu'on appelle les flat games. Les flat games, c'est des jeux sans collision. Alors, à la première fois, on se dit « Attends, mais comment ça, pas de collision ? Je ne peux rien détecter ?» Bah si, on peut détecter des choses, mais c'est sans collision. Et vous allez voir la créativité du design qui sort de cette contrainte massive. C'est incroyable. Donc,
Il est possible de faire des choses, et alors comment on fait ces choses-là? Eh ben, ma théorie, mais c'est juste une théorie que je mets en pratique, et je vais vous expliquer comment je la mets en pratique et comment peut-être vous pourriez la mettre en pratique si ça vous intéresse d'aller dans cette voie-là, quoi, qui est une voie difficile, qui est une voie de pauvre, il faut bien le dire, qui est une voie où les chances de réussite sont à peu près égales à 0, à peu près. Et c'est dans ce à peu près que c'est intéressant. C'est d'être un facteur de chaos, c'est d'être un facteur d'accident. C'est-à-dire de toujours avoir une position dans une équipe où vous n'êtes absolument pas là pour dire et épouser un processus, mais vous êtes là pour dénoncer un processus et pour casser les processus. Alors, pour la plupart des chefs de studio, des directeurs de studio, directrices de studio qui sont là, vous êtes en train de me dire, elle est folle, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, quoi. Mais non, mais pas du tout. La légitimité de l'autorité du process en jeu vidéo, fondamentale pour créer des accidents qui permettent, une fois que le process est mis en place, de garder une trace du vivant dans un jeu. Le vivant, c'est la question fondamentale qu'on doit se poser aujourd'hui. Comment est-ce que nos jeux sont vivants? En quoi ils sont vivants? C'est quoi cette idée du vivant? C'est quoi cette idée? Cette idée du vivant, j'ai eu la première image qui m'est venue quand j'ai voulu écrire là-dessus, c'est un cours que je donne à des enfants à Montréal. Je leur fais faire des robots qui dessinent. Alors, waouh, c'est super. Alors, c'est des gamins de 7 à 11 ans, quoi. Et alors, comment je leur fais faire des robots qui dessinent? C'est pas compliqué. Ils ont tout un tas de trucs, des gobelets, des stylos, des machins. Et c'est une dynamo, simple, avec une pile. Voilà. Et je leur dis, voilà, je veux que vous me fassiez avancer le robot, quoi. Les gamins, ils se disent, mais comment on fait pour faire avancer le robot, quoi? Ben, c'est très simple de faire avancer un robot. Pour faire avancer un robot, on prend un corps, on lui met 3 pattes, c'est-à-dire qu'on le tient dans une espèce d'équilibre précaire, mais qui tient, avec des feutres au bout, comme ça, au moins, si jamais il se déplace, il peut dessiner des trucs. Et on lui met une dynamo dessus. Et qu'est-ce qui se passe là? Ben, il ne se passe rien. Mais à partir du moment où on va créer un déséquilibre sur cette dynamo, qu'on va lui mettre un poids qui penche d'un côté ou de l'autre, et qu'on arrive subtilement à équilibrer le gobelet, les stylos et la dynamo, on va avoir un robot qui commence à faire ça. Et qui commence à dessiner. Et qui commence à avancer. Et c'est assez flippant en fait de voir les gamins s'émerveiller complètement qu'un déséquilibre, qu'une maladresse donne la vie. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose à creuser. C'était il y a 3-4 ans. Là, il y a quelque chose à creuser. Là, peut-être qu'enfin, on peut trouver l'idée qui me manquait dans le narrative design jusque-là, qui est enferrée dans ces problématiques de gameplay, ces problématiques de fun, de ne pas vouloir regarder devant, de jamais rien remettre en cause, de se dire qu'il y a des recettes, de lire ces espèces de bouquins de process de game design là, qui ne veulent rien dire, quoi. Bon, il y a des bouquins de prototypage de design qui sont très intéressants, cela dit. Il y en a un qui est sorti par John Sharp et Colin McLean il n'y a pas longtemps, là, qui est absolument étonnant, que je vous conseille d'ailleurs. Le nom, c'est Prototyping quelque chose, je ne sais pas qui l'a lu ici. Je me suis dit, ok, donc comment est-ce que moi, je vais pouvoir m'intégrer dans des studios en tant qu'agent de chaos pour leur dire, écoutez, votre jeu, il sera immanquablement chiant en termes d'histoire, en termes de concept, en termes de tropes, peut-être qu'il sera efficace en termes de gameplay et compagnie, mais il ne va pas aller, parce que, je veux dire, quand on regarde la qualité de l'originalité des jeux aujourd'hui, dans le AA, AAA, là, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est extrêmement expérimental, hein. Ben, je me suis dit, voilà, moi j'arrive, je suis là pour écrire des choses, mais je suis aussi là pour détruire des choses. Je suis là pour vous montrer les moments où ça ne marche pas, et pourquoi les moments où ça ne marche pas doivent être prioritaires sur les moments où ça marche. Comment est-ce que foirer son jeu peut nous permettre de rendre le vivant dans un jeu, quoi. Et ça, c'est des théories que, je veux dire, ça ne vient pas de moi, hein. Je veux dire, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au problème, j'ai découvert cette communauté extraordinaire de Glorious Trainwrecks sur... vous connaissez? Vous voyez ce que c'est? Alors, Glorious Trainwrecks, ça veut dire globalement les déraillages de trains glorieux. C'est une base de données de jeux foireux. Mais de jeux foireux faits sciemment foireux. Des jeux pas finis, des jeux mal codés, des jeux buggés, des jeux approximatifs, des jeux mal foutus, des jeux sans collision, des jeux sans assets, des jeux juste avec des variables, des jeux pourris, des jeux auxquels on ne peut pas jouer, des jeux qu'on ne peut même pas lancer, quoi. Ben, je vous garantis que vous allez trouver une masse de poésie et d'informations dans cette communauté qui dépasse tout ce que vous allez pouvoir jouer en jeu cette année, quoi. C'est hallucinant, la vitalité de cette communauté, quoi. Elle existe et elle commence à contaminer lentement le reste, quoi. Alors bien sûr, elle est arrivée depuis que Anna Entropy a théorisé cette histoire de Zeinster, là.
que tout le monde devait faire des jeux, comme on faisait des zines dans les années 80-90, comment est-ce qu'on se regroupe on se regroupe pour faire dans nos garages des trucs, on ne sait pas jouer sur nos instruments, on fait n'importe quoi, on les met en place. Voilà, cette espèce de culture punk là, underground, qui est fondamentale et qu'on ne doit pas perdre de vue. Et finalement, je me suis dit que ce que moi je devais amener, c'était cette énergie-là dans des productions un peu plus couillues, je veux dire, avec des budgets qui vont de 1 à 10 millions. Quoi. Là, moi, je bosse sur un projet, potentiellement, on est au-delà du 10, 20, 30 millions. Quoi. Et pourtant, je suis là, en agent du chaos, et je dis, regardez, moi, je suis là pour foutre la merde. On m'a proposé, ouais, mais peut-être que tu devrais être plutôt manager, narrative designer, machin, avec toute ton expérience. J'ai dit, non, moi, je veux pas ça. Moi, je veux être là pour être sûr que ce truc, il reste vivant. Parce que ce que nous, on va créer de vision, ce que nous, on va créer d'improbable, ça va être asséché par le process, considérablement, parce que les jeux vidéo sont des programmes. Les jeux vidéo tendent à l'efficacité. On veut 0 bug. On veut que ça marche. On veut que les joueurs ils aient les bonnes informations, que le joueur il ait les bons feedbacks, qu'il sache quoi faire. Pour moi, ça, c'est une aberration. Moi, je suis fasciné par les systèmes cachés. Je pense que tous les systèmes devraient être cachés. Je pense qu'aucun système ne devrait être apparent. Les jeux que j'aime sont des jeux qui ne me disent pas qui sont des jeux ou comment je dois trouver ces jeux. Alors j'en parlais avec Doug tout à l'heure, justement, un de mes jeux préférés c'est E.T. Non, je ne vous troll pas. Hein. Non, vraiment, E.T., le jeu de Warsaw, là, qui pour moi qui reste un jeu exceptionnel, ne serait-ce que dans la façon dont le gars a codé ça en 5 semaines tout seul. Par ailleurs, c'est un excellent designer, hein, Warsaw. Enfin, je veux dire, les jeux de Warsaw sont étonnants sur Atari. C'est un jeu qui est d'une ambition incroyable. Le gameplay de ce jeu, les mécanismes, la manière dont le film a été fusionné, le narrative design, tout est réussi dans ce jeu. Le problème, il a eu 5 semaines, le mec. Le jeu, il est surbuggé, il n'est pas testé, il n'y a rien. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe quand on joue à ce jeu ? Eh ben, on ressent un truc qui est un petit peu la manière dont Elliot a dû vivre l'expérience avec E.T., quoi, de ne pas comprendre ce qu'il avait en face, quoi, de ne pas comprendre cette espèce de mystère de comment ça marche un extraterrestre qui lève la tête pour sortir d'un trou, pourquoi je retombe dans le trou, qu'est-ce que c'est, je veux comprendre. Quoi. En fait, l'histoire du trou, c'est quoi compliqué, c'est qu'il y a un pixel de plus autour des trous, quoi, et que si on le pose trop près du trou, il retombe dans le trou, parce qu'il croit que c'est le trou. C'est tout court, une fois qu'on a compris ça, on peut jouer au jeu. Hein. C'est le plus mauvais jeu de la Terre, c'est tout pourri, machin, ouais. Pas du tout. Mais non, et c'est un jeu qui est fascinant pour ça, c'est un jeu qui est fascinant pour toutes ces erreurs. Quoi. Donc la contrainte du budget, elle est fondamentale, la contrainte du temps, elle est fondamentale. N'hésitez pas à vous mettre des contraintes de temps majeures pour pouvoir sortir des prototypes. Quoi. Parce que ça, vous savez, il y a un adage qui dit quand on a trop de temps pour faire quelque chose, on prend un maximum de temps pour le faire. Quoi. Et franchement, c'est pas vous rendre service que de prendre du temps pour prototyper. Quoi. Et du coup, profitez de ça. Et donc du coup, il faut... Quand on est designeuse, à ce niveau-là, qu'on soit narrative designer, je m'en fous, pour moi, la qualité essentielle, là, c'est l'observation et l'attention des systèmes. Nous sommes les gardiennes de systèmes, de monde. C'est à nous, c'est notre rôle d'être là pour préserver l'intégrité d'un système, quel qu'il soit, et pour le détruire, s'il faut. Je suis la seule personne à pouvoir détruire quelque chose. Je veux que ça passe par moi. S'il y a destruction, c'est par moi que ça passera, quoi. Donc cette observation, elle se fait sur quoi ? On en est où là ? J'ai quoi, une demi-heure ? Cool. Je sais pas, je suis lâché là. Ça va ? Ok. Bon. Je disais quoi ? Hein ? Qu'est-ce que je disais ? Gardienne du système. Ok. Donc l'attention, elle s'exerce sur quoi ? Je vais vous dire un truc, mais moi qui me paraît fondamental dans mon approche, c'est faire du design par le bug, quoi. Sérieux, quoi. Le bug, c'est une source, mais incroyable d'idées, quoi. Cherchez vos bugs, provoquez des bugs. Regardez les bugs, regardez comment ça se passe, prenez des screenshots, partagez les screenshots, parce que des fois, vous allez trouver des angles flippants, vous allez trouver des angles, des plans de caméra, vous allez trouver des principes. Moi, j'ai fait passer des bonhommes à travers des murs, je me suis dit, ah, mais ça, c'est pas un bug, c'est une feature. Je veux le faire passer, quoi. Comment est-ce que je peux mettre ça ? Comment je peux mapper ça sur un bouton, quoi ? C'est top. À un moment donné, on a fait une espèce de truc algorithmique complètement démentiel dans une espèce de ville, sur le projet sur lequel j'avais travaillé à Montréal, là, The Inner Friend, qui est un jeu non narratif, non gameplay, anti-tout, quoi. C'est très bien, là. Je suis anti, quoi. Anti-fun, c'est un jeu où en fait c'est chiant de jouer, quoi. Je trouve ça génial, quoi. On avait une psychologue qui était là pour les tests, elle disait mais putain, mais c'est pénible votre jeu. Je dis bah oui, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut faire, on veut faire un jeu pénible, quoi. Ah oui, ça marche, hein. Bah ouais, ça marche, tu m'étonnes. On a travaillé 2 ans dessus, quoi, pour que ce soit bien pénible, quoi. Mais en même temps, il faut que ce soit un peu fun, quand même, quoi, que ce soit pénible, quoi. Donc il y a ce truc un peu là. Je voudrais vous montrer une vidéo, mais je vous la montrerai peut-être plus tard.
Et ouais, c'est basé sur Jung en plus, quoi. Le truc, tu te dis, putain, c'est pas possible, quoi. En plus, c'est prétentieux, quoi. Et j'adore les trucs prétentieux, je veux dire, tant qu'à faire, quoi. Aujourd'hui, on manque tellement de prétention, tout est tellement médiocre, quoi. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, ouais, moi, j'ai l'impression d'écrire un nouveau machin. Ouais, très bien, tant mieux, cool, super. J'ai une pote à Dublin qui a décidé de faire le Citizen Kane du jeu vidéo, littéralement. Elle a fait Citizen Kane. C'est un jeu de merde, tout pourri, dégueulasse, mais ça reste le Citizen Kane du jeu vidéo, quoi. C'est très bien, c'est une très bonne attitude. Donc les bugs, c'est génial. Les bugs, franchement, cherchez les bugs, encouragez vos développeurs à faire n'importe quoi, c'est génial. Non, mais sérieusement, quoi, à un moment donné, il faut qu'ils se libèrent, quoi. Parce que de toute façon, on ne sait pas ce qu'on fait concrètement. On fait des trucs, on met des machins, on se dit, ah, on va faire ça. Alors là, on a fait un joli design, on l'a écrit, on a fait un prototype sous Construct, on est content. Tout le monde sur Unity, on s'en fout, quoi. Sérieux, quoi. Alors je regarde les outils dans lesquels la faille, l'observation. Ah oui, voilà, donc cultiver la destruction, l'approximation, cultiver la destruction, le chaos, l'approximation, l'injuste, l'antifun. Alors l'injuste, Florent a fait un jeu extraordinaire là-dessus. Hein. Je veux dire, il a brisé tous les codes du game design, un par un. Et ça marche. Et c'est admirable. Et là, on se dit, vous êtes sûr qu'alors que tous ces talks que j'ai entendus sur le design, ce que doit être le design, etc., comment est-ce que quelqu'un qui arrive et qui prouve par A plus B que c'est du bullshit, comment vous pouvez derrière encore écouter des tels talks et des machins de design? Enfin, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, à un moment donné, la zététique, elle sert aussi à comprendre que c'est n'importe quoi tout ce qu'on nous raconte. Et ce que je vous raconte est probablement n'importe quoi. L'absurde. Et c'est là, c'est mon point de la soirée. Et c'est là qu'on va commencer à délirer un peu, quoi. Ça, c'est ce que moi j'ai choisi. Ce que moi j'ai choisi, c'est que face à... attendez, ce que j'ai marqué là, c'était laisser les figures partir pour... What the fuck? Qu'est-ce que c'est la mise en mesure? Ah ben voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc en gros, je pense qu'il faut se rebeller contre la mise en mesure du monde. Le jeu vidéo étant ce médium extrêmement efficace, extrêmement optimisé, extrêmement, c'est de la rétention anale pure de faire du jeu vidéo, quoi. Je veux dire, on est tous là, comment ça marche? Quand on a une feature, moi il y a un truc que j'ai banni de mes conférences de design, de réunions de design, c'est etc., etc. Et on verra plus tard. Ouais, tu sais, alors à un moment donné, il pourrait prendre le truc et puis etc., etc. Quoi? C'est quoi, etc. Ah ouais, alors attends, alors la bullet point, alors il peut faire ça, 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 ça et ça, et alors on verra plus tard. Non, on va pas plus tard, on va maintenant. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Et on verra plus tard si on a autre chose, quoi. Voilà. Ça, c'est des trucs, on est comme ça. On est comme ça, il faut l'accepter. À un moment donné, on est complètement coincé du cul là-dessus, quoi. Et c'est notre passion d'optimiser, c'est notre passion de découper les choses en petits morceaux et d'être sûr que ça s'assemble bien. Et c'est épuisant. Et on est là, on se fait 4 heures de réu, on peut plus, quoi. Bon, tout le monde connaît ça ici, quoi. Des devs, quoi. Mais à un moment donné, cet exercice-là, de tout conditionner à la mesure, sans parler des métriques, hein, sans parler de tout ça, du business model, ça nous fait participer à une entreprise de destruction du tissu, de la société et de la civilisation. Alors vous allez vous dire, wow, attends, où elle va là? Vous allez voir, je vais loin. Je pense que nous participons par ça à détruire ce que nous avons été et ce que potentiellement nous pouvons être. Bien sûr, alors on se dit, ouais, les algorithmes c'est cool, ça nous permet une émergence, what the fuck, et les IA, les machins, compagnie. Ok, bon alors, c'est une chose d'avoir des IA, c'est une chose d'avoir de l'émergence, c'est une autre chose de devenir de l'émergence et de devenir de l'IA, quoi. Et c'est un peu le process qui est à l'œuvre dans l'industrie du jeu vidéo en ce moment, c'est cette espèce de fantasme un peu transhumaniste à la con, là, où tout le monde se dit que finalement la cybernétique, c'est un devenir souhaitable, quoi. Ben non, enfin en tout cas de mon point de vue, parce que c'est bien beau la nanotechnologie, mais encore faut-il avoir la sécu, quoi. Donc, à un moment donné, comprendre que le process que nous avons mis en place, que nous avons minutieusement découpé en petites tranches, en petits blocs, en petits machins, en petits trucs, de façon à pouvoir isoler des tâches et tout, c'est en train de détruire notre capacité à créer avec un médium qui permettrait de changer radicalement la manière dont on voit les choses, avec cette agency du joueur ou de l'oblique du joueur, avec cette mise en perspective des choix, avec cette mise en perspective de la façon dont le monde est chaotique et dont on pourrait envisager que chaque expérience soit complètement customisée pour la personne qui la pratique, qui la vit, c'est extraordinaire. On est tous et toutes des fans de jeux vidéo ici, et on sait pourquoi on aime le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est le futur, on le sait, quoi. On n'est pas con, quoi, et pas conne.
Mais à un moment donné, la manière dont on fait les jeux vidéo aujourd'hui, ça nous mène dans le mur complètement, quoi. Et c'est probablement pour ça que 90%, 95% de la production aujourd'hui sera oubliée. Je veux dire, la question du patrimoine dans le jeu vidéo, elle est fondamentale, quoi. On ne s'intéresse pas à ces choses-là, on estime que ce sont des trucs qui passent comme ça, qui disparaissent, on passe 3 ans à faire un jeu, on se prend une mauvaise note sur Metacritic, le jeu il disparaît en 3 mois, quoi, et encore 3 mois, je suis gentil, quoi. C'est horrible, moi j'ai vu des tragédies, quoi. Alors on se dit, ouais, c'est le néolibéralisme, c'est comme ça, et tout le monde ne peut pas réussir. Hey, ouais, c'est quand même beaucoup de gens qui ne réussissent pas, quoi, et pourtant qui mettent toute leur fric, toute leur énergie, etc. Donc à un moment donné, je pense que c'est le process. Je pense que c'est cette espèce d'idée de mapper la structure de création sur la manière dont elle va être reçue par le public et par le marché qui nous tue, quoi, qui nous tue à un niveau thématique, qui nous tue à un niveau structurel, qui nous tue à un niveau de tout ce que vous voulez. Donc, pour combattre ça, et cette mesure du monde, elle est à l'œuvre partout. Je veux dire, on vit dans la Startup Nation, hein. Macron, génial, hein. La gouvernance, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe au niveau de la santé publique en ce moment, mais cette mise en mesure de la santé publique, elle est gravissime, quoi. Et on est tous et toutes concernés ici, quoi. Et à un moment donné, il faut comprendre que si nous contribuons, si nous continuons à essayer de voir le monde et de voir la création du médium du futur de cette manière-là, nous allons continuer à enfoncer le clou et à penser que c'est comme ça qu'il faut penser et que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il est temps de commencer à remettre en cause nos outils et il est temps de commencer à aborder tous ensemble une vraie réflexion sur, attendez, mais comment on peut faire pour amener cette spontanéité, pour amener cette vie. Bon. Je vous ai parlé de l'accident, c'est ma théorie, c'est juste comme ça que je le pratique. Moi j'ai la chance de pouvoir, encore une fois, être une personne qui va de studio en studio, qui participe comme ça, qui met en place des choses, qui les détruit et qui voit parfois survivre au process des espèces d'énergie comme ça qui vivent. Des fois, le process ne le tue pas du tout, parce que des fois on peut mettre en place un process. J'ai travaillé récemment avec Marion Barrel et Camille Attard sur un jeu qui s'appelle Onirigami, enfin Oniri maintenant, qui est un jeu pour enfants tablette avec des figurines, qui est très écrit. On a mis en place le process ensemble, pour se dire comment on peut raconter cette histoire, comment est-ce qu'on peut structurer notre studio, comment on peut structurer notre approche du design pour épouser notre vision complètement et pas la faire rentrer au chausse-pied dans des processus qui existent déjà, quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, chaque studio a sa manière, et les processus organiques, etc. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. On finit toujours par retomber sur l'efficacité, on finit toujours par retomber sur l'optimisation, parce que le logiciel le demande. Et parce que, aussi, parfois, on se dit, si on ne fait pas les choses comme ça, le marché va nous refuser. Si on ne fait pas un truc qui se range dans la classe du platformer, on ne sera pas considéré comme on a envie d'être considéré. Voilà. C'était quoi la phrase que tu m'as donnée tout à l'heure? La classification, c'est l'incarcération. Voilà. Donc on est incarcéré dans un processus qui est très dangereux à mon sens et qui reflète ce qui est en train de se passer en termes de destruction du tissu social et de la société. Donc il est temps de foutre la merde là-dedans, quoi. Moi j'ai décidé d'aller vers l'absurde et le surréalisme, totalement. Même si je peux écrire des choses pour des studios qui sont réalistes ou qui sont de l'ordre on va dire, du fantastique, du réalisme fantastique tel qu'il peut être envisagé dans Life is Strange, par exemple, ou des choses comme ça. Moi, mon but, c'est de faire n'importe quoi. À ce stade-là, je pense que ce que je veux faire n'importe quoi, et je veux le faire avec beaucoup d'argent. Je veux que ce soit la cathédrale du n'importe quoi. Je veux que ce soit la cathédrale de l'absurde. Je veux dire, à un moment donné, moi aussi j'ai des rêves. Hein. Je fantasme comme ça, je me dis que... Parce que je pense que le sens, aujourd'hui, il a tellement été mis en mesure que le seul moyen de retrouver du sens à ce qu'on fait, c'est de détruire la mesure et de le rendre à son organique et de le rendre à son imprévisibilité, un peu comme ce TOC, de le rendre à son absurdité fondamentale, qui est qu'in fine, nous faisons des jeux vidéo pour les bourgeois occidentaux. Silence. Donc, comment on fait de l'absurde? Je veux dire, le jeu vidéo, il est fait pour le surréalisme en plus. C'est ça qui est génial. C'est ça que moi, qui me semble complètement aberrant dans la plupart des choses auxquelles je joue, quoi. Cette espèce de fantasme de vouloir ressembler à du cinéma. C'est bon? Je suis good? Combien? Ok, cool. Ce fantasme de vouloir faire du cinéma, de vouloir faire de la littérature, de vouloir être légitimé comme de l'art, de vouloir faire des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, regardons ce qu'on a. On a un objet qui est quasiment du rêve éveillé, quoi. Les mondes virtuels, c'est littéralement ça. Le virtuel, c'est cette façon d'amener le rêve, la complexité des narrations embriquées, des anti-narrations, des émotions du rêve dans le réel et de créer cette espèce d'état intermédiaire où ce qu'on appelle le vertigo, vertigo, c'est Healing, c'est vertigo, je ne sais plus, non, c'est vertigo.
Ouais. Et cette espèce d'immersion totale dans l'absurdité la plus folle et la plus incroyable, quoi. Il y a des expériences en VR qui ont tenté de faire ça et qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, tiens, en humour, là, comment il s'appelle ce jeu VR, là, où on fait n'importe quoi? Hein? Non, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ça, c'était drôle. Ah ouais, non mais incroyable. Voilà. Ou alors ce jeu aussi où on joue à être des drones de bureau, où on répond à des téléphones. Ils avaient fait une espèce, c'était génial quoi. Donc ils avaient fait une espèce de setup avec plein de machines. Ils avaient reconstitué un cubicle de trucs je sais pas, d'assistance de bureautique, je sais pas trop quoi. Donc il y a un téléphone, un bureau, machin, etc. Et ils reçoivent des mails. Ils doivent taper des réponses, mais ils ne tapent pas les réponses en fait. Ils tapent juste sur le clavier et ça crée des mots. Des fois il y a le téléphone qui sonne, qui leur donne des ordres contradictoires. Alors on est obligé de changer les trucs et tout. Et ça devient complètement fou parce que les gens commencent à s'engueuler à l'intérieur du studio et tout. C'est à mourir de rire. C'est complètement absurde. Ça tient pas debout. Il y a rien qui tient debout. C'est très très bien. Captain Sonar aussi, un jeu de plateau qui est sorti il n'y a pas si longtemps, où on joue des équipes de sous-mariniers là, comme ça, qui font n'importe quoi, c'est très très drôle, et qui essaient de se trouver dans le n'importe quoi. Bon, on n'est pas non plus dans l'absurde, mais on est un petit peu dans cette piste-là, quoi. Space Team. Space Team, wow. Wow, non mais ça c'était trop bien, quoi. Quelle rigolade Space Team, quoi. Donc vous voyez que on peut arriver à des choses, et puis Space Team, il y a des moments extrêmement poétiques dans Space Team, quand on se crache tous ensemble et qu'on a l'impression de mourir et qu'on est là, on se dit putain, et qu'il y a ce sentiment de perte totale, on se dit mais on est vraiment des merdes, quoi, tous ensemble, et collectivement on a merdé, c'est très beau. Donc l'absurde et le surréalisme est totalement adapté aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que le jeu vidéo connaît très peu d'ellipses. Parce que le jeu vidéo est en train de développer une grammaire très particulière, même pas à la convergence de plusieurs choses, qui est en train d'émerger là d'elle-même. Je ne sais pas si vous avez joué à Sleep is Death de Jason Rohrer, qui est un jeu admirable, où on joue à mettre en place des niveaux de jeu en 1 minute, 3 minutes pour le joueur d'après qui va la jouer, et on va s'adapter, et il y aura une pause, et puis nous on reprend le niveau, et puis on doit tout changer en fonction de ce que l'autre il a fait pour lui donner la suite de l'aventure, quoi. C'est absolument génial comme jeu, quoi. Sleep is Death. Jason Rohrer fait des choses assez remarquables, hein. Il a sorti un jeu là, un MMO où on joue toute une vie en très peu de temps là, avec des gens qui s'adoptent les uns les autres. Bonjour, t'es ma maman, machin. C'est complètement surréaliste. Il y avait un autre jeu qui s'appelait Chacha aussi, qui était comme ça, qui était absolument génial. C'était juste un jeu où on joue des chats. En fait, il y a très peu de dialogue, il n'y a rien. Et globalement, c'est aux joueurs de faire un peu ce qu'ils veulent. Alors, moi, je me souviens, je me mettais accoupler avec quelqu'un qui est arrivé là, et puis parce qu'on avait envie de jouer ensemble. Et puis il y en a un troisième qui est arrivé. On a dit que c'était notre enfant. Et puis c'était incroyable. Il n'y a rien. Le gameplay, il n'est même pas codé pour ça. C'est nous qui inventons tout à l'intérieur de cette espèce de chantier là, de n'importe quoi. Et plus c'est cheap, plus ça marche. Et l'absurde fonctionne très bien dans le cheap. Et le surréalisme fonctionne très très bien dans le cheap, quoi. Alors, je ne suis pas une machine de guerre du mouvement surréaliste. Hein. Je l'ai trouvé sexiste, je l'ai trouvé limite facho dans leur démarche d'exclusion, quoi. Mais ils ont été au tout début de quelque chose d'extrêmement important qui, je pense, est cette conscience qu'autour de nous, tout est bullshit, que nous sommes dans un système de réalité où tout est symbole et où les puissants se sont rendus maîtres des symboles, les puissants, c'est-à-dire les gens qui, à un moment donné, sont les dépositaires d'une certaine forme de pouvoir par le peuple, contrôlent cette réalité-là, contrôlent ces symboles, ont très bien vu comment Macron est un génie pour ça, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu son inauguration au Louvre, mais c'est la synarchie, quoi. Là, on est dans un endroit, en termes de symboles, de gestuels, c'est incroyable. Et je ne vous dis pas que c'est des Illuminati ou quoi que ce soit, je ne crois pas à toutes ces conneries, quoi. Mais par contre, c'est quelqu'un qui sait utiliser ces codes-là pour pouvoir tisser une réalité dans laquelle les gens la prennent pour la nature, en fait, quoi. Et c'est là-dedans qu'on vit, quoi. Et le jeu vidéo et l'absurde comprennent, enfin l'absurde et par extension le jeu vidéo, s'il a envie d'aller là, comprennent cette notion-là et comprennent ce bullshit-là, quoi. Et on a les outils maintenant pour le faire correctement. Les Monty Python nous ont montré comment subvertir la société complètement, quoi. Alors c'est un peu ringard maintenant, les Monty Python, et encore que... moi, je regardais l'interview qu'ils avaient fait sur Life of Brian avec le cardinal machin, là. Je veux dire, les mecs, ils sont allés à la télévision pour défendre une absurdité totale face à un gars qui avait rien compris, quoi. Oui, vous êtes moqué du Christ. Non, mais c'est pas le Christ, c'est Brian, c'est le mec qui habite à côté. Tout le principe du film est basé sur le fait que c'est une grosse connerie, quoi. Oui, mais vous êtes moqué du Christ. Mais non, mais c'est le mec à côté, quoi. C'est surréaliste comme discussion, quoi. C'est incroyable, quoi. Mais n'empêche que là apparaît clairement la faille dans la société, quoi. Clairement, la faille dans la société, elle apparaît là, c'est-à-dire des gens qui sont assis sur des positions de pouvoir, qui sont assis sur des positions de réalité, de domination de réalité, d'oppression, qui sont là, peut-être pas consciemment, hein, parfois ils le font parce que juste ils sont là, ils sont les dépositaires de ce truc, et puis voilà, quoi. Je veux dire, encore une fois, je vous ai dit, je pense pas qu'à l'œuvre, il y a une espèce de groupe, à part les riches,
Ça fait 2 fois que je l'ai fait, je ne la referai pas 3 fois, ça va. Et donc voilà, donc je vous encourage, moi, à quoi je vous encourage? Je veux dire, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je vous le dis, vous êtes là, vous êtes mes potes, quoi. Je vous dis, mais allez-y, défoncez tout, quoi. Arrêtez de penser que le jeu vidéo doit être ci ou ça, et qu'il y a des classifications. Je ne vous dis pas que vous le faites, hein. Il y a des gens brillants parmi vous qui ne le font pas du tout, quoi. Peut-être qu'on est là pour s'auto-renforcer et se dire qu'on n'est pas tout seul, et que quelque part on peut servir à faire quelque chose, quoi. Mais allez-y, défoncez tout, quoi. Et puis le jeu vidéo qui s'auto-référence, il y a autre chose que le jeu vidéo dans la vie, quoi. Ça n'a aucune importance. Regardez dans la merde dans laquelle on est, quoi. Je voulais finir par un texte d'un groupuscule anarchiste qui s'appelle... Surprise! Qui s'appelle le groupe sanguin Rhésus Négatif, qui est un groupe assez génial. C'est un prospectus et un tract que j'ai récupéré dans un infokiosque la semaine dernière, de septembre 2016, qui s'appelle « Pour en finir avec la mise en mesure du monde ». Okay. Donc, je vais vous lire ça et puis je vais dropper le micro parce que voilà, ça suffit. La vie au stade technologique est une vie sous assistance numérique. Alors numérique au sens de chiffré, hein. Basée sur l'anticipation des comportements et la programmation du devenir. Là, on est dans le process du jeu vidéo absolu, hein. Ce qui est absent de cette communauté interconnectée, c'est la vie avec ses inutilités, son désordre et ses frictions. L'étalage universel de la mesure est le schème du monde de l'économie, le maillage du vivant. Nous reste-t-il à nous morfondre de notre défaite totale en comptant les derniers soubresauts d'une vie abandonnée? Certainement pas. Nous croyons au contraire que la vie ne peut pas se laisser enserrer dans les cages de la mesure et qu'il nous est possible d'attaquer ces dernières. La mesure est partout et chacun saura où la trouver. Voilà, j'ai fini. Merci. Bon, du coup, je ne sais pas exactement comment... 10 minutes dans l'idée. Allez, bring it. Allons-y. La vidéo de quoi? Oh, God. Non, allez-y, si vous avez des choses à dire, on vous montre la vidéo. Ouais, là-haut, tout là-haut, vas-y, crie. Est-ce que tu as joué à Everything et à The Beginner's Guide? Absolument. Et si oui, qu'en as-tu pensé? Alors, j'ai adoré Everything. J'ai trouvé ça assez génial. Beginner's Game m'a un peu saoulé. J'ai trouvé que c'était un peu trop, justement, dans l'ornière du postmoderne où finalement c'est l'auteur qui se confronte à son propre à lui-même. Ça m'a un peu saoulé. Mais maintenant que tu m'y fais penser, il y a un jeu que j'ai adoré récemment qui s'appelle Everything Will Be Okay. It's Gonna Be Okay de Nathalie Hollowhead. Ça, faut jouer absolument à ça, les amis. C'est magnifique, quoi. C'est un truc de destruction totale de tout ce qu'on connaît, quoi. C'est sublime. Elle avait fait déjà un jeu qui s'appelait Armageddon avant. Qui avait gagné un prix IGF, je crois, hein, si je me semble bien. Everything is Gonna Be Okay, c'est une série de vignettes à l'intérieur d'un OS complètement chaotique qui part en sucette. C'est magnifique. Les jeux sont très approximatifs, des fois c'est pas des jeux, des fois c'est des jeux, c'est magnifique. Ouais, mais Everything, ça m'a quand même marqué, Everything. Hein. C'était quand même un truc assez fou, quoi, d'imaginer. C'est pas très loin de Katamari, finalement, hein, si on réfléchit bien dans l'esprit de vouloir utiliser un système comme ça et de le pousser à son point d'absurdité, quoi. C'était assez remarquable, ouais. Mais je veux dire, c'est pas comme s'il n'y avait pas des jeux qui sortaient, qui étaient déjà là-dedans. Hein. C'est juste qu'il faut voir que ces jeux, à un moment donné, pointent, pour moi, vachement plus profondément vers l'avenir jeu vidéo que le dernier God of War, dont j'ai absolument rien à foutre, quoi. Le dernier Tomb Raider, ou le dernier Tomb Raider, pareil, c'est pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est là où on va chercher les choses, quoi. C'est sur... C'est là-dedans. Alors après, la question de la prétention est énorme. Le The Beginner's Guide, c'était quand même assez étonnant, parce qu'à un moment donné, moi qui suis prétentieuse et moi qui suis littéraire, j'avais envie de me dire, enfin un jeu prétentieux, enfin un jeu littéraire, quoi. Et en même temps, je trouvais que c'était pas ça non plus qu'il fallait faire, quoi. J'ai l'impression que plus on est prétentieux et plus on est littéraire, plus il faut réussir à comprendre comment désamorcer ça dans ce qu'on fait, quoi. Parce que il faut être prétentieux, mais il faut aussi avoir la prétention de savoir que tout est bullshit, même nous-mêmes, même ce qu'on fait, quoi. Donc c'est très important. Vous m'entendez ou pas? C'est pour la vidéo. Ah ouais, c'est pour la vidéo. Donc voilà, donc il y a plein d'autres jeux, hein. Si vous avez d'autres exemples, moi j'ai joué à des trucs aussi assez marrants là, mais j'ai pas en tête tout, quoi. Quelqu'un a une autre idée? Non. Bon, alors, non, j'ai entendu, c'est bon.
je trouve pas que c'est un mauvais jeu. Enfin, je trouve pas que c'est une mauvaise œuvre. C'est assez étonnant ce qu'il a fait. Euh, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé trop de mise en abîme. Et j'ai pas trouvé la mise en abîme assez, assez consciente d'elle-même, en fait. Elle était consciente d'elle-même dans son brio, mais pas dans ce qu'elle avait de vraiment pas bien, quoi, pas bon. J'ai la même attitude vis-à-vis de D-Rester. Voilà, D-Rester, ça m'a fait exactement le même effet, quoi. Je me suis dit, ok, cool, c'est exactement ce que je veux, un walking simulator avec beaucoup de texte, machin, des choses importantes. Je me suis fait chier comme un rat mort à ce jeu, quoi. C'est horrible, quoi. Et pourtant, il a tout pour me plaire, quoi. Donc, c'est très subjectif ce que je te dis, c'est que je trouve que ça va pas assez loin pour moi. Ça reste au niveau de la littérature, en fait. Même si c'est intéressant par rapport à ces niveaux qui sont pas finis, cette exploration de jeux avortés qui auraient pu être, etc. Mais sur les mêmes sujets, je trouve qu'il y a des jeux qui s'en sortent vachement mieux. Il y avait un espèce de MMO qui était sorti il y a pas longtemps où on pouvait recoder en temps réel le MMO. Comment il s'appelait ce jeu? Et on arrivait à des situations ubuesques. Merde, c'est quoi? Je sais pas, j'avais trouvé que c'était trop littéraire pour moi, quoi. J'avais trouvé que c'était trop conscient de son propre brio, en fait. Et je pense qu'il faut un niveau d'inconscience et un niveau de je m'en foutisme, en fait, qu'il n'y avait pas dans le jeu, en fait. Ouais, mais il n'y a pas assez de, oui, c'est ça, il n'y a pas assez de chaos pour moi, il n'y a pas assez y a pas assez de libre cours à l'imprévisible et au n'importe quoi, et au fait de dire, ouais, attends, putain, là quand même, là je pousse un peu, je vais déconnecter, je vais faire scratcher le truc, je vais le faire Larsen, je vais le faire bugger, quoi. Le jeu il bug pas, quoi, enfin il bug, il est scripté, il est pas, en termes de système, il n'est pas là, quoi. Donc pour moi c'était une intention très intéressante, mais c'était une intention qui était trop consciente d'elle-même, quoi. Et en même temps pas assez consciente de ses limites, quoi. Donc ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai trouvé que c'était un bel exercice de style, en fait, quoi. Je jouais à ça comme je lis un bouquin de Paul Auster, quoi. En bâillant, quoi. Ok, plus personne? Le jeu dont je t'ai parlé avec le cerf et la voiture, Far From Noise, c'est assez barré. Ah oui, comment ça s'appelle ce jeu? Far From Noise. Far From Noise. Mais, ouais, avec une bagnole qui est sur un arbre, qui penche comme ça. Falaise et bon, le gameplay consiste essentiellement à choisir des phrases parmi plusieurs et tu te mets à faire des trucs de plus en plus improbables en fait. Les dialogues sont plutôt bien écrits, c'est assez rigolo. C'est un jeu qui est intéressant pour ça. Après, au bout d'un moment, ça finit par tourner un peu en rond et tu vois les limites de l'idée, mais il y a quelque chose d'intéressant. Ça me fait penser qu'il y avait un jeu que j'avais adoré. C'était l'histoire de cet ours dans la voiture, là. Comment il s'appelle ce jeu génial? Honda Bear? Non. Oh, ah ouais, Envy Robert, c'était énorme. Voilà. Alors Envy Robert, c'est génial. C'est un jeu où on joue un ours complètement fou dans une voiture, quoi. Ça n'a aucun sens. Et le gameplay est complètement approximatif, on peut le dire, parce qu'il a des pattes énormes, le volant il est machin, il y a tout qui est mal équilibré, pas les bonnes collisions, ça tient pas vraiment, il y a une espèce de moteur physique à mort moelleux, etc. Et le but c'est qu'il est complètement fou et qu'il défonce tout, quoi. Et des fois il y a des machins qui arrivent par le pare-brise et puis il les bouffe. Alors et donc au bout d'un moment la voiture elle est pleine d'arêtes de poissons et pleine de trucs comme ça. Et puis on n'arrive pas à passer la machine arrière parce qu'on a des passe trop d'heures, qu'on se plante et puis des fois on est coincé entre deux arbres et ça marche pas et tout. Ça n'a aucun sens et c'est magique parce que c'est un ours dans une voiture, quoi. Et ça marche super bien ce jeu, quoi. Vraiment, moi j'avais pris mon pied à ce truc-là, quoi. Et puis j'y arrivais pas, hein. C'était une catastrophe. Chaque fois je me tanquais, je me disais mais c'est quoi ce jeu de merde, ça marche pas. Et chaque fois j'y revenais, je me disais ouais c'est peut-être parce que c'est un jeu de merde que ça marche, quoi. Vous savez, en développement il y a un autre adage qui dit on joue à un jeu de merde tous les jours jusqu'à un jour on joue à un jeu bien, quoi. Ça n'arrive pas tout le temps, mais moi j'aime bien jouer à tous mes prototypes foireux, à tous les moments où le jeu ne marche pas et qui va nulle part et que des fois ça fait un truc comme ça et puis ça continue à bouger, puis il y a un œil qui clignote et tout. Enfin je sais pas, il y a des choses comme ça qui se passent qui sont magiques. Et voilà, et Andy Robert c'est un bon exemple, ouais, de cette espèce de chaos là. Non, voilà. Il y a une forme de poésie là-dedans. Enfin après le mot poésie pareil, hein, c'est encore un grand mot, quoi. Mais il peut y avoir des expériences de poésie contrôlées très très belles. Récemment, l'université de Santa Cruz a fait un jeu sur Walden de Thoreau. Ouais. Et ils ont adapté donc en quelques jours en fait l'intégralité du bouquin de Thoreau, qui est un bouquin assez célèbre maintenant. Et le jeu est assez réussi. Il est un peu aride, il est un peu secos, quoi, comme on dit chez moi.
il y a pas- voilà. Mais en même temps, c'est assez juste, quoi, et il se dégage un vrai propos littéraire, et pour le coup, il n'est pas prétentieux, puisqu'ils ils se mettent dans Walden, ils se mettent dans Thoreau, et d'ailleurs, les gens qui l'ont fait sont des gens qui sont très conscients et très conscientes du transcendantalisme, qui est donc le courant philosophique à laquelle Thoreau appartenait plus ou moins, c'était plutôt Emerson, quoi, qui était son parrain, quoi, et donc voilà, et ça transparaît énormément, quoi, et c'est des beaux exercices. Alors bon, le chaos, il existe dans Walden, parce que le joueur peut vraiment tout faire, quoi. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. On peut vraiment aller chercher des têtes de flèches dans l'herbe. C'est très agréable, une belle expérience de contemplation, quoi. La contemplation, j'ai pas fait l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai fait un truc sur la contemplation à GDC. C'était un peu le pendant du chaos, mais depuis la contemplation, je suis un peu revenu, en fait. Je me suis dit, ça suffit là, parce que la contemplation, on peut la trouver partout. Le chaos, c'est plus difficile déjà, quoi. Et je me dis que si on veut aller plus loin, c'est par le chaos qu'il faut passer, quoi. Et quelque part, peut-être que le chaos est le véritable ordre du monde, qu'est-ce qu'on en sait? On a mis de l'ordre partout, et puis on a dit, ça c'est du hasard parce que ça reste sur le côté, mais si ça se trouve, c'est le hasard, l'ordre du monde, quoi. Si ça se trouve, toutes les choses qu'on a mis en place, ces espèces de réalités et ces correspondances de symboles, c'est des choses qui vont nous permettre, qui nous empêchent de voir le chaos du grand Dieu Pan à l'œuvre, en fait, autour de nous, quoi. Et que, alors, en tant que designers et designers, peut-être que notre capacité à voir ces choses-là, de voir l'antre là, c'est peut-être ce qu'il faut faire maintenant, quoi. Je ne sais pas. Je vous balance ça, c'est là où j'en suis en ce moment, et c'est ce que j'essaye de faire. Après, avec plus ou moins de succès, j'imagine, plutôt moins que plus, mais bon, c'est la vie. Ouais. Est-ce que tu as joué à God Simulator et qu'est-ce que tu penses de cette espèce de vague de jeux qui justement essaient de. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils essaient de capitaliser sur l'absurde, mais qui est en fait super contrôlé, super calibré pour plaire aux youtubeurs, etc. Ouais. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ouais, ça, moi, j'ai pas aimé non plus. Je trouve que c'est trop de la performance, en fait. Et God Simulator m'a fait marrer quand j'ai vu la démo. J'ai vu mon neveu y jouer, j'ai vu des vidéos YouTube, etc. Et ça m'a jamais fait vraiment délirer de jouer à ça, quoi. Ce que j'en pense, c'est que je crois qu'à un moment donné, la performance dans le jeu vidéo, elle fait partie du même système, de cette optimisation, de cette volonté de tout le temps aller vers des personnages qui vont augmenter en capacité. Je veux dire, c'est très rare les personnages qui perdent en point d'expérience, c'est très rare les gens on veut des personnages qui nous correspondent, qui se dépassent, qui récupèrent des trucs et tout. C'est très très rare la dévolution comme ça, quoi. Et la performance, ça fait partie de ça. C'est-à-dire, regarde comment je vais performer un jeu, regarde-moi, je me suis bien en train de faire ça et tout. Moi, ça m'intéresse pas. Je travaille avec quelqu'un en ce moment qui s'appelle Brie Code, je ne sais pas si vous la connaissez. Brie a fondé une boîte qui s'appelle True Love Media, dont je fais partie. Et ce qu'on essaie de faire avec True Love, c'est de faire des jeux pas sans gameplay, mais sans reward. Et c'est super chaud, parce que la progression, le fait de garder des states comme ça dans un jeu, de montrer qu'il y a une évolution et tout, alors qu'il y en a, comment faire de l'évolution sans créer d'évolution dans le gameplay, quoi. En fait, Brie a une théorie là-dessus qui est assez belle et qui est l'écho un petit peu de cette idée de la performance, c'est-à-dire comment contrer finalement tous ces mécanismes de performance, d'optimisation, de réussite, de progrès. Comment contrer tout ça? C'est de plus se baser sur ce qu'on ressent quand on a des rewards, mais plutôt ce qu'on ressent quand on s'occupe des choses, qui est l'oxytocine, je crois, qui s'appelle. C'est ça? Contrairement à le reste, c'était pas la dopamine, c'est le... Si, c'est ça, voilà. Et donc, on a théorisé ça de manière très profonde. On a fait un manifeste, si ça vous intéresse, qui s'appelle le Care Wave Manifesto, que vous pouvez trouver en ligne, qui est un manifeste sur le care, cet acte de care. Qu'est-ce que ça veut dire que de prendre soin d'eux? Elle appelle ça tend and befriend. Le care est une vision un peu plus large du truc, où il n'y a pas de performance, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'optimisation, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a que du soin. Il n'y a qu'une volonté de regarder des choses et de s'intéresser aux choses, et pourquoi pas de les rendre meilleures si on s'y intéresse, ou pas. Parce que meilleur en soi-même, c'est difficile. C'est déjà un concept de progrès, quoi. C'est déjà un concept de jugement et de classification. Voilà. Et donc, on va sortir un jeu bientôt là, qui s'appelle Self-Care, qui est un jeu qui a été très, très, très difficile à faire, parce que justement, on ne s'est pas donné le droit de faire progresser quoi que ce soit dans le jeu. Jamais. Tout est au même niveau tout le temps, quoi. Et pourtant, il faut pouvoir revenir au jeu, il faut pouvoir s'intéresser à ce qui se passe, comment on s'intéresse à ce qui se passe, et comment le reward n'est pas du tout un acte de progression ou de performance vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres, mais réellement un moyen de... Alors, j'ai pas envie de parler d'art-thérapie, parce que c'est un peu l'art tarte à la crème, mais un moyen d'avancer émotionnellement dans des choses c'est un peu comme le tarot, en fait.
Le tarot est un bon exemple de ça, quoi. Le tarot ou le yiking, ou tous ces processus de divination qui n'en sont pas, hein, qui sont simplement des processus de correspondance. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut arriver à des jeux qui sont des mondes autogérés avec des symboles, des signes, des choses qui se passent, qu'on peut attraper ou pas, qui ne se transforment pas, qui ne se transforment que par notre regard et par les choses qu'on a mis les unes après les autres, les unes derrière les autres, les unes avant les autres, au fur et à mesure de notre relation avec le jeu. Donc on n'est plus du tout dans une relation, on n'est plus du tout dans ce que le jeu peut faire, on est dans qu'est-ce qu'on fait avec le jeu. Quelle est la relation qui nous unit au jeu? Moi, j'ai compris ça quand j'ai joué à Animal Crossing très très jeune sur Nintendo 64, que tu m'avais téléchargé à l'époque. Tu te souviens pas? Ouais. C'était ça, j'étais obsédé par ce jeu. Et j'étais obsédé par ce jeu, pas parce que je voulais devenir meilleur à ce jeu, passer les premières étapes où on règle la maison, machin, mais c'était parce que j'avais une relation avec ce jeu. Je revenais au jeu parce qu'il y avait des personnages qui m'intéressaient, parce que j'avais envie d'être avec eux, j'avais envie d'être là, j'avais envie d'être là. Et pour moi, le jeu, c'est un monde. C'est pas, je m'en fous du mécanisme, je m'en fous de la narration. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'acte de passer dans un autre monde. C'est le Magic Circle. Pour moi, tout le jeu, il est là, quoi. C'est un peu le même principe que de la spiritualité. Avant, on mettait la limite entre le sacré et le profane, quoi. Et d'ailleurs, j'avais envie de faire un talk sur ça. Est-ce que les jeux sont des rituels qui ont dévolué, ou est-ce que les rituels sont des jeux qui ont dévolué, quoi? C'est très intéressant quand on regarde les jeux de scénettes, ou quand on regarde tout ça, quoi, voilà. Et donc, excuse-moi, j'ai fait un grand détour pour te parler de ce truc, hein, tu me connais. Hein. Mais pour moi, la performance, ça fait partie des choses que je déteste dans les jeux vidéo. Ouais. Ouais. Tu penses quoi du Witness par rapport à tout ce que tu as dit? Putain, alors Witness, moi j'ai regardé mon frère y jouer pendant des heures, quoi. Et pour s'endormir, c'est top. Moi, les casse-têtes m'ennuient. Voilà, donc j'ai trouvé que le monde était très beau, mais heureusement qu'il a joué à Myst, hein, ce garçon. Putain, Myst, mais l'influence de Myst dans le jeu vidéo, c'est quand même assez incroyable, quand même. Enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. Je veux dire, moi j'ai vu ce jeu, je me suis dit, ok, bon, il y a des choses très belles, hein, tu vois, genre les corps qui se reflètent dans l'eau, là, il y a des très belles touches, mais alors après plaquer des machins de zen, d'idées de zen là-dessus et tout, enfin je veux dire, c'est tout sauf zen ce jeu, quoi. Alors même si je pense que ça peut amener une idée de zen, et par zen je veux pas dire c'est zen, c'est tranquille, hein, pas la version hipster du zen, hein, je parle de zen, zazen, quoi, c'est-à-dire cette philosophie de l'au-delà, quoi. Et moi, personnellement, je peux comprendre que lui arrive à une forme de méditation avec ses principes, avec ces petits gameplays-là, ces espèces de profondes combinatoires. Moi, j'y arrive pas, personnellement, ça m'ennuie. Je préfère un walking simulator 100 fois. Je préfère Proteus 100 fois. Pour moi, il y a un avant et un après Proteus dans le jeu vidéo, quoi. Pour moi, là, dans Proteus, je peux ressentir ces choses-là, quoi. Et de manière beaucoup moins instrumentalisée, de manière beaucoup moins analysée, surtout, quoi. Je trouve que c'est très analysé, John Blow, tout le temps, quoi. Et puis c'est pas moi je suis désolé, mais tout le monde le porte nu, mais moi je le trouve un peu ringard, et je trouve pas particulièrement ces histoires sont intéressantes, et je trouve pas particulièrement ces jeux sont intéressants, quoi. Mais bon, après voilà, c'est juste moi, quoi. Il y avait une question là-haut. Déjà, une réponse sur le CARE. Je trouve intéressant votre propos sur revenir sur l'analyse de prendre soin d'eux. Pour ma part, j'ai trouvé une réponse dans les clickers, Oui. parce que dans les clickers, il n'y a pas forcément d'objectif, et on regarde une interface, finalement on y revient pour s'en occuper un peu, puis après on la laisse faire. Après, c'était aussi une dédicace à Headbang Studios, qui vient de release de Bulky Heroes, que j'ai essayé de faire tourner sur un PC portable trop vieux, et du coup, dans le second boss qui contient un T-Rex, le jeu a commencé à partir un peu en cacahuète en même temps que le T-Rex marchait, donc au fur et à mesure que l'écran vibrait, etc., il y avait des sprites qui commençaient à partir dans tous les sens. Et voilà, comme ils sont en early access, c'est un peu normal, mais du coup, j'avais trouvé vraiment une nouvelle expérience dans le jeu, parce que comme il y a le côté zombie un peu détruit dans le jeu, c'était amplifié par tous les glitches qu'il y avait autour. Ouais, c'est super intéressant. C'est exactement ça dont je parle, en fait. C'est la matière, en fait. C'est quelle est la matière de cet univers virtuel? Comment est-ce qu'il produit son déchet, en fait? Comment est-ce qu'un univers virtuel produit sa pollution? Et le glitch, le lag, tout ça, c'est la pollution du virtuel, quoi. C'est hyper intéressant, quoi. Un autre exemple de ça, c'est les gars qui font des vidéos de EverQuest, du premier EverQuest, sur des vieux modems pourris qu'ils ont refait, etc. Et c'est génial parce que les mecs ils sont en combat, puis ils savent pas. Alors il y a tellement de lag qu'ils regardent le plafond. Alors ils sont obligés de déduire les attaques en fonction des sons, en fonction des trucs et tout. C'est absolument génial. C'est une autre manière de jouer en fait, et qui fait vachement plus appel à l'imagination et au ressenti des choses, et ce contact avec la texture et ce contact avec
ouais, la fragilité d'un système, elle est incroyable en fait, quoi. Mais on est encore là-dedans, on est encore dans l'expérience du joueur. Est-ce qu'on est capable d'amener ça dans le processus de création du jeu vidéo? C'est plus complexe déjà. Mais Anna Entropy en a parlé, elle a dit comment est-ce qu'on peut passer finalement de la vision punk, du dessin comme ça, quoi, ou du Larsen de guitare à un jeu directement. Comment est-ce qu'on pourrait implémenter directement une variable en faisant un son, ou en écrivant un truc, quoi. Il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus, hein, il y a des gens qui font ça. Hein, on va peut-être y arriver à un moment donné, c'est intéressant, je sais pas. Il y avait une autre question? Comment est-ce que tu as ressenti l'expérience de Inside, si tu l'as fait, qui est un jeu qui est très millimétré, mais qui est très sensible aussi? Ouais. Alors pour moi, ça fait partie de ce que le jeu vidéo sait très bien faire, hein, c'est-à-dire d'utiliser la nuance et d'utiliser la subtilité comme thématique et comme propos. Et ça marche très bien. Et il y a plein de jeux qui font ça très très bien. Hein. C'est pour ça que je ne veux pas être dismissif de tous les jeux, machin. C'est très beau, Inside, il y a des choses magnifiques, mais même Tale of Two Brothers, c'était très beau aussi. La Dragon Cancer, il y a des choses magnifiques. Moi, tu m'as fait chialer, Florent, tout à l'heure, avec ton truc là. C'était horrible ce que tu nous as fait. Non, mais c'était atroce. Comment tu as osé faire ça, quoi? Et, non, mais c'était vraiment dur comme moment. Donc je pense que le jeu vidéo, il est capable de faire ça. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié, c'est que on est tellement obsédé par notre idée de la narration algorithmique là et du machin qu'on est en train d'oublier fondamentalement des choses simples que le jeu vidéo peut faire, juste raconter une histoire correctement, quoi. La place de l'auteur dans le jeu vidéo, elle est incroyable. Elle doit se développer. Et je ne parle pas de l'auteur avec un grand A, quoi. C'est-à-dire l'auteur qui met son nom en gros, machin, quoi. Tu vois, parce que quand on laisse David Cage faire, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait du mauvais Netflix, quoi. Donc, à un moment donné, hein? Oui, voilà. Alors, on blaguait, on disait quand est-ce que David Cage va nous faire du commissaire Moulin. Là, je pense qu'on peut. Non, mais là, sérieux, il y a un potentiel énorme. Il faudrait que quelqu'un lui dise. Quelqu'un bosse pour Quentin Game par ici, non? Parlez-lui de la licence commissaire Moulin. À mon avis, il y a un truc à faire là. Yves Régnier qui sort. Il n'est pas mort encore? Ou Joséphine Ange Gardien, je sais pas quoi. Mais donc, on en est à un moment où le jeu vidéo, il sait pas encore raconter toutes les histoires qu'il est capable de raconter, quoi. Je veux dire, le muet, le noir et blanc, des choses comme ça. Il y a encore des gens qui pratiquent aujourd'hui du noir et blanc et du muet de manière absolument remarquable, quoi. Et on est là, on a envie de dépasser par cette soif de technologie, de soif d'outils, de process, d'aller vers cette espèce de truc que le jeu vidéo peut nous emmener au-delà ça peut être une histoire pas pareille pour tous les joueurs, mais moi je m'en fous que ce soit pas une même histoire pour tous les joueurs. Moi, si déjà je peux raconter la même histoire et une bonne histoire, c'est déjà pas mal, quoi. Donc je suis pas trop dans ce trip là, mais c'était bien Inside, ouais. C'était un beau jeu, ouais. Est-ce que finalement le problème ça serait pas son nom au jeu vidéo, ce qui serait limitatif en fait? Doug, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, bah oui, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, c'est une bonne question. Est-ce que le jeu vidéo, c'est quoi le jeu vidéo, quoi? Moi, par exemple, quand j'explique que j'aime bien les jeux sans règles et sans but, en fait, par rapport à toutes les théories du jeu, on me regarde avec des gros yeux. Mais alors, c'est plus du jeu, c'est du jouet. Voilà. Et est-ce que voilà, le terme jeu vidéo, est-ce qu'il ne faudrait pas le remplacer par quelque chose? Par quoi? Je sais pas. Faut l'exploser pour en faire plein. Ouais, mais je sais pas, mais attends, alors par contre, moi je voudrais juste réagir, excuse-moi, hein, je sais que je traîne, hein. Je voudrais juste réagir à ce que tu dis, mais je veux dire, ne te laisse jamais dire que quelqu'un va t'expliquer ce qu'est un jeu. Il y a tellement de théories, c'est tellement c'est une famille, c'est un ensemble de trucs, on s'en fout de ce qu'est un jeu. Je veux dire, je parlais de Enterrement mon amour tout à l'heure, je veux dire qu'il a prouvé par A plus B que tout était du bullshit, quoi. Et les gens, ils sont encore là en train de se dire, bon, je vais continuer à vous parler du fun et de comment est-ce qu'on peut faire un flow, machin. Et là, tu te dis, oh Joe, tu veux pas juste te laisser aller, quoi, et par ton sujet, quoi, et embrasser ton sujet et y aller, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment plus rentrer dans les détails. Moi, j'ai vécu ça dans mon studio un jour. Je parlais d'un jeu qui était de l'ennui, qui était d'un jeu, etc., où il n'y avait pas de gameplay, et puis j'avais un gars en face de moi qui me regarde et qui me fait, mais c'est pas un jeu. Et je lui dis, mais pourquoi t'es là, quoi? Enfin, je veux dire. C'était quand même très clair. C'était quand même très clair dans la demande qu'on allait faire ça, quoi. Pourquoi t'es là? Mais il me dit, mais je peux pas, moi, si tu me donnes pas des obstacles à sauter, si tu me donnes pas, je peux pas faire un jeu. Je sais pas comment faire de l'animation. Il est animateur, ce pauvre garçon, quoi. Et j'étais là, et je lisais la profonde détresse dans ses yeux, quoi. Et j'avais envie de le prendre dans mes bras et de lui dire, mais ça va aller, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il n'y a pas que les platformers dans la vie, quoi. Il y a plein de choses, quoi. Regarde, ouvre la fenêtre, regarde, dehors, jette-toi. Je sais pas. Non, une dernière question peut-être, non? Personne? Si, là. J'aime bien, je m'amuse, là. Allez, c'est la fin, on s'amuse, quoi. Est-ce qu'on peut casser du process en mettant du chaos dedans? Ben ouais, c'est possible, mais après, encore une fois, c'est pas parce que c'est du chaos qu'on doit pas être hyper vigilante avec ce qu'on fait, quoi. Il est totalement possible de casser du process avec du chaos. Moi, je le fais tous les jours, quoi.
Et c'est juste qu'à un moment donné, il faut comprendre que le chaos, il n'est pas pour tout le monde, et qu'on compose avec des gens dans une équipe, et qu'il y a une manière et qu'il y a une manière de présenter les choses. Donc, il faut être redoutablement malin et maligne, en fait, pour pouvoir arriver à faire passer du chaos pour de l'ordre, en fait. Et c'est là que c'est marrant. C'est là où se niche le narrative design, c'est-à-dire que le narrative design, il va se nicher plutôt dans la manière dont on va vendre le chaos aux gens pour de l'ordre, quoi. On est là pour raconter des histoires. Moi, j'ai toujours pensé que le développement, que ce qui se passait en drama dans une équipe de développement était plus intéressant que les choses qu'on racontait. Et que souvent, si tu encodes ce qui se passe en drama dans une équipe de développement à l'intérieur de ton jeu, tu arrives à des choses étonnantes, parce que là, pour le coup, c'est lié à la manière dont on développe le jeu. Et c'est assez étonnant de faire ça. Et donc, dès que tu mets du chaos dedans, tu mets des gens qui pleurent, tu mets des gens souvent, il y a des contraintes et il y a des choses qui se passent à ce niveau-là qu'il faut saisir en tant que designer, en fait, et qu'il faut réussir à dire non mais attendez, regardez, ça porte le propos de notre jeu, parce qu'on est des gardiens du jeu, quoi. Regardez comment ce chaos-là peut servir le vivant dans notre jeu, la vision de notre jeu, parce que la vision elle est toujours vivante. C'est in fine qu'elle est morte. C'est une fois qu'on l'a asséchée, quoi. Donc dans le process, c'est totalement possible d'intégrer ça. C'est juste l'expertise, elle est dans comment on le dit, quoi. La place du mot, c'est toujours pareil. Comment on dit les choses aux autres, comment on communique, en fait, quoi. Comment on communique le chaos, quoi. Et comment, surtout, on dit tout va bien se passer, quoi. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Ça marche pas tout le temps. C'est bon, on a fini ? Allez.